Merci, merci mesdames, messieurs, c'est fort, non peut-être? Non, ça va. Merci, merci vraiment beaucoup de votre présence. Je suis tout à fait désolée pour les chaises. Manifestement, il aurait fallu en prévoir davantage. Donc, mes excuses pour ceux qui sont debout. Oui, tant mieux pour moi, comme vous dites, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, un grand merci à vous d'être présents, pour la plupart de ce canton, mais aussi pour certains de Grasse, de Saint-Césaire, de Nice, et puis de Sophia Antipolis, puisque j'ai aperçu Jean-Noël Durville, qui est le directeur de la Fondation Sophia Antipolis, et qui m'a fait l'amitié d'être présent ce soir. Je voudrais, avant de commencer, si vous le permettez, saluer le sénateur Pierre Lafitte, qui est présent, j'allais dire, comme d'habitude, une fois de plus, en tout cas, à mes côtés. C'est un soutien extraordinaire, au sens propre du terme, et je le mesure chaque fois qu'il est là. Je veux vraiment, Pierre, te remercier. Je voudrais aussi saluer la présence de mon père, le préfet Costa, que certains d'entre vous connaissent. Et qui a une autre casquette, puisqu'aujourd'hui, en retraite, eh bien, comme il est infatigable et qu'il ne s'arrête jamais, eh bien, il est président de la Fondation Lanval, qu'il défend avec beaucoup de force et de courage. Et là aussi, c'est un combat important et un combat qui mérite d'être mené. Voilà, je voulais tout simplement m'arrêter là pour les personnes que je voulais citer. Je voudrais remercier globalement les élus qui sont venus de Saint-Genès, de Gatière, de la Gaude, de Vence. Et vous tous, citoyens, vansois, ou du canton, ou d'ailleurs, qui êtes venus vous intéresser à cette campagne électorale et peut-être me soutenir. En tout cas, je vous remercie, je vois beaucoup de visages amis. Et je vois quelques visages aussi que je ne connais pas. Et je ne doute pas que ces personnes sont venues parce qu'elles s'intéressent à la campagne électorale, parce qu'elles s'intéressent à cette élection législative majeure. Mes amis, je vous avais dit, lors de mes vœux, qui traditionnellement se font à Saint-Genès, à l'auberge Les Quatre Chemins, je vous avais dit, j'ai décidé d'être candidate à l'élection législative pour vous représenter dans cette élection importante. Effectivement, ça y est, je suis candidate, vous l'avez vu. J'ai ouvert déjà une permanence vansoise, j'ai ouvert une permanence grassoise, et puis depuis déjà plusieurs mois, et officiellement déjà depuis plusieurs semaines, je circule avec quelques amis. Je circule dans toute cette circonscription immense qui fait 1750 km², qui fait 72 communes et qui est un territoire tout à fait exceptionnel. Alors, bien sûr, quelques-uns m'ont dit on ne te voit plus très souvent sur Vence en ce moment. J'espère que vous me pardonnerez. Ce n'est pas que j'oublie Vence, au contraire, c'est parce que je veux porter haut et fort les couleurs de ce pays vensois, les porter à l'Assemblée nationale et puis aussi défendre notre territoire. Dans cet engagement et dans cette élection. Alors cette campagne, elle est assez formidable parce que je la fais avec des amis, je la fais avec des soutiens. J'ai des amis qui m'aident, et vous qui m'aidez et qui me portez. Vous avez été présents en très grand nombre à l'inauguration de ma permanence vansoise, sous des trompes d'eau, et j'ai vu là, bien sûr, un signe de bonheur. Je vous ai accueilli, mais vous m'avez aussi accueilli avec des boissons, des plats, des toasts. Tout le monde avait mis la main à la pâte pour fêter cette inauguration de permanence. Et je voulais avant toute chose vous dire aujourd'hui combien j'y ai été sensible, combien cela m'a touchée et combien je ne l'oublierai pas. Je voulais vous dire que cette campagne trouve un écho extrêmement intéressant dans la circonscription, à la fois chez la population, dans la population, mais aussi chez les élus. Cette campagne, elle trouve également un nombre important de personnes qui viennent dans les permanences, qui viennent nous rencontrer, que ce soit à Grasse ou à Vence. Il y a véritablement une ambiance républicaine. Cette ambiance républicaine, elle nous fait du bien.
au lendemain d'une élection qui a, une fois de plus, un peu déchiré la France en deux. Et c'est évidemment le jeu de l'élection, mais c'est toujours un peu dommage. Et cette ambiance républicaine que je trouve, au fur et à mesure de mes visites, de mes déplacements dans tous les villages et dans toutes les communes de cette circonscription, eh bien, elle a du sens pour moi. Cette circonscription, vous le verrez, on le dira tout à l'heure, elle a une vraie réalité historique, culturelle, géographique, même si elle est un peu grande, elle est tout à fait cohérente. Au niveau de la communication, au niveau d'Internet, au niveau des affiches, au niveau des brochures, je reçois aussi un bon écho, un bon accueil. Je profite des médias Internet, puisque la presse locale est là, mais elle n'est pas là tous les jours. Et donc je profite aussi des médias Internet pour faire cette campagne et pour un peu réduire les kilomètres qui nous séparent quelquefois les uns des autres. Alors cette campagne, elle a de très très bons côtés. Et il y a un véritable engouement des gens dans le territoire pour une candidature nouvelle, pour une personnalité nouvelle. Alors certes, pas pour les Vensois, pas tout à fait pour le canton, mais en tout cas pour un certain nombre de communes. Il y a un vrai engouement pour une candidature et pour une personne nouvelle. Cette campagne, elle a aussi de très mauvais côtés. Et vous me connaissez, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, de ne pas me cacher derrière mon petit doigt. Cette campagne a aussi de très mauvais côtés, parce qu'il y a des pressions, il y a des attaques, il y a des pressions principalement, je dois le dire, pour imposer un candidat à qui il semble que cette circonscription est due. Des pressions sur les élus, pour qu'ils soutiennent, pour qu'ils signent. Le soutien à un candidat proclamé déjà depuis 2 ans, 2 ans et demi, investi publiquement il y a 2 ans, 1 an et demi, alors que la commission d'investiture de la majorité présidentielle, ex-présidentielle, la commission d'investiture se tenait en janvier 2012. Eh bien, ce candidat est investi depuis 2 ans. Donc les élus ont été invités à signer et à se ranger derrière le candidat investi avant l'investiture du parti. Des pressions sur moi pour que je retire ma candidature, et je vous le dis très clairement. Des pressions sur la préfecture, au motif que j'ai travaillé à la communauté urbaine comme conseiller technique du président sur les questions d'urbanisme, ce dont je n'ai d'ailleurs jamais fait secret. Enfin, des pressions sur la presse régionale qui, du coup, depuis le 8 mai par exemple, me fait tout simplement disparaître de ses colonnes depuis 2 ans, chaque fois qu'il y a eu un papier sur la 2e circonscription. Depuis 2 ans, systématiquement, nous avons eu, mon nom est apparu comme étant le nom d'un candidat potentiel et d'un candidat possible. Et bien le 8 mai, lorsque je suis arrivée à la gauche, j'ai rencontré des anciens combattants qui m'ont dit « Madame Châtelain, mais vous n'êtes plus candidate ?» J'ai dit « Pourquoi cette question ?» Ah bien parce que dans Nice Matin aujourd'hui, on parle de la 2e circonscription et on ne parle pas de vous. Alors, on ne parle peut-être pas de tous les candidats, mais je crois que la presse qui s'est fait écho de ma candidature depuis 2 ans ou 1 an et demi, en tout cas de ma potentielle candidature et depuis plusieurs semaines de ma candidature, qui était présente lors de mes inaugurations de permanence, ne peut pas supposer un instant que je n'existe pas dans cette circonscription. Je voulais, au préalable et en préambule, vous exprimer quand même ce que je ressens, parce que ça fait partie de la vie démocratique et il est important que tout le monde le sache. Absolument. Bravo. Et pourtant, le Parti radical, membre de la majorité présidentielle, m'a investi. Et pourtant, je représente de nombreux habitants, sans doute un peu plus que ceux que je respecte beaucoup du canton Guillaume. Et pourtant, la montagne a déjà dans notre département un député. Alors, quelles sont ces méthodes? Où est la diversité des sensibilités dont on nous parle tant dans la majorité ex-présidentielle? Nous ne sommes pas, nous, la droite modérée, nous ne sommes pas là que pour servir de faire valoir
d'excuses républicaines à une politique parfois un peu illisible. Ce n'est pas l'idée que je me fais de la droite, ce n'est pas l'idée que je me fais de la République et des institutions, je vous le dis ce soir très clairement. Alors on m'explique que je vais diviser. Et oui, parce que quand vous êtes candidat, vous divisez. Il y en a qui ne divisent pas, et il y en a qui divisent. C'est généralement les mêmes, toujours. Donc je vais diviser, je le sais, on me l'a dit au cantonal, on l'a dit à d'autres, on l'a dit à Lionel Lucas, il y a plusieurs mandats déjà, quand Lionel s'est présenté, contre Suzanne Sorégo, qui était investie et qui était sortante. Lionel allait diviser. Parfois Lionel divise, je confirme, mais sans doute pas quand il s'est présenté à cette élection. Et je crois qu'on peut saluer ici le travail qu'il a mené comme député, comme parlementaire et la défense qu'il a portée de ce territoire. Je veux lui rendre hommage, même si, et il le sait, nous n'avons pas toujours été d'accord, nous nous sommes quelquefois disputés, nous n'avons pas tout à fait toujours les mêmes valeurs, mais nous avons un certain nombre de valeurs communes. Et en tout cas, je pense qu'il a été un remarquable parlementaire pour le pays lensois, et je veux le saluer ce soir avec vous. Alors moi je pense que, on m'explique également que je vais faire passer la gauche. Ah, je vais faire passer la gauche. J'ai même lu sur internet il y a quelque temps, vous vous rendez compte, elle colle ses affiches sur une affiche de Nicolas Sarkozy, sur les panneaux publics. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était sur les affiches de Nicolas Sarkozy, parce que pour tout vous dire, c'est pas moi qui colle les affiches. Voilà. Donc elle colle ses affiches, mais elle ne les colle pas sur Mélenchon, donc on sait pour qui elle roule. Voilà. C'est un peu le niveau des attaques de cette campagne électorale. Je ne crois pas un instant à cette théorie qui voudrait dire que parce que l'on se présente, on va diviser et l'on va faire passer la gauche. Compte tenu du score de la droite dans ce département, et dans cette circonscription encore plus, de la droite au sens large, je pense que si le candidat UMP n'est pas devant la gauche au premier tour, c'est que probablement ça n'était pas le bon candidat. Ce qui divise, pour moi, c'est lorsqu'un candidat de gauche comme de droite n'est plus représentatif d'un territoire ou d'une population. C'est quand un candidat est imposé. Ce qui divise, c'est de monter en permanence les gens les uns contre les autres et de stigmatiser les lecteurs qui ne pensent pas comme vous. Ce qui divise, c'est d'agiter les peurs sécuritaires ou écologiques et de chercher constamment des boucs émissaires. Ça divise. Ce qui divise, c'est la réduction de l'offre politique. Et je veux vous dire ce soir que je crois profondément que c'est de la réduction de l'offre politique que naît le vote extrême. Que c'est du non-choix sur un candidat ou sur une candidate qui a été imposé ou qui n'a pas été voulu, que naît le vote extrême. Il n'y a pas, mes amis, 20% des habitants de cette circonscription, de ce canton, qui est au Front National. Je connais bien ce territoire, Christian le connaît encore mieux que moi, il n'y a pas 20% des gens qui sont fondamentalement au Front National. Il n'y a que 15% de la droite classique est allée voter ailleurs. Nous devons nous poser la question autrement que sur des questions de sécurité. Nous devons nous poser la question de savoir pourquoi 15% des électeurs de droite sont allés voter au Front National, pour sanctionner quoi? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et il faut arrêter d'aller, j'allais dire, racoler, permettez-moi l'expression, c'est celle qui me vient, la droite dure, sous prétexte de récupérer ces électeurs-là. Ils ne sont pas partis uniquement, en tout cas, sur des valeurs sécuritaires. Il n'y a pas non plus 12% des Français qui sont d'extrême gauche, je ne le crois pas. Et finalement, ces électeurs qui se sont déplacés sur la droite extrême, en nombre important, ou qui sont allés voter Mélenchon, je crois que ça montre deux choses. Ça montre, d'abord et avant tout, le ras-le-bol d'un système qui, depuis 30 ans, ne se remet pas en question. Un système qui continue de refuser la concertation sur les projets importants, qui impose une intercommunalité, des intercommunalités à marche forcée, qui ne laisse aucune place aux idées des autres. Particulièrement dans les territoires ruraux, dans cette circonscription, le vote Front National a été très fort.
Mais ce vote Front National, je le sais, parce que je suis souvent dans ces territoires, ce vote Front National démontre l'inquiétude des habitants et le sentiment qu'ils ont d'être laissés pour compte dans ces villages. Il y a la désertification médicale, il y a le manque d'équipements publics, il y a des services qui ferment, des stations-service, des équipements qui ferment, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de population ou la situation économique est assez difficile. Et en tout cas, la population sur place ne suffit pas à équilibrer les comptes de certaines sociétés, de certaines stations-service, de certains services. Il y a également la dilution, le sentiment que les villages ont d'être dilués dans l'intercommunalité, de ne pas y être représentés de la même façon qu'ils l'étaient lorsqu'il y avait un maire et une commune. Il y a des secteurs, nous parlions tout à l'heure de Guillaume, où il n'y a pas de collège. Je ne comprends pas qu'en 2012, nous laissions nos enfants prendre le bus à 6 h du matin ou aller interne dans un collège très éloigné du domicile, sous prétexte que dans certains territoires, on préfère avoir des équipements touristiques plutôt que des équipements scolaires, parce que vous le savez, la plupart des enseignants et des familles d'enseignants ne votent peut-être pas tout à fait comme on voudrait qu'elles votent. Eh bien, je crois quand même que ça n'est pas normal que dans un département relativement riche, relativement équipé, on puisse encore avoir des secteurs qui n'aient pas de collège. Je voudrais vous dire aussi que le développement économique est une vraie question dans ces territoires ruraux. Les petites entreprises qui subissent les textes, notamment européens, mais les textes retranscrits en droit interne, de plein fouet. Les habitants de ces villages qui, chaque jour, doivent se déplacer en faisant un nombre très important de kilomètres pour aller travailler, ces habitants-là ont aussi le sentiment d'être un peu délaissés. Parce que lorsque vous faites un plein d'essence pour une semaine, ils font un plein d'essence tous les 2 jours pour aller travailler. Et quand on sait ce que coûte aujourd'hui un plein d'essence, il est normal que les gens se sentent un petit peu délaissés ou se sentent un peu révoltés. Et je pense que c'est aussi ce qui conduit, à un moment donné, à un vote extrême. Il y a aussi les agriculteurs et les éleveurs dans ces territoires ruraux. Et je suis allée, encore il y a 10 jours, les rencontrer. Bien sûr, celui qui a perdu ses bêtes à cause des chiens. Bien sûr, aussi les éleveurs et les agriculteurs et les apiculteurs également. Eh bien, ces gens-là, ils subissent également de plein fouet le fait de ne plus pouvoir pâturer, de ne plus pouvoir planter, de ne plus pouvoir labourer. Parce que Natura 2000 et demain le PNR, le parc naturel régional, qui sont des outils de protection de l'environnement et des outils remarquables de protection de l'environnement, eh bien, ils sont détournés de leur fonction première par quelques écologistes intégristes qui finissent par stériliser notre haut et moyen pays en édictant des règles de non-vie sur nos territoires. Je pense que cette situation n'est pas acceptable. Je pense qu'il faut raison garder. Et nous devons travailler ensemble pour réfléchir avec les habitants, avec les acteurs du terrain, à des solutions raisonnables, à des solutions intermédiaires, à des solutions viables. Parce que l'agriculture a façonné nos paysages, parce que la non-agriculture et le non-pâturage est en train d'opérer une fermeture des milieux et un boisement de tous ces espaces du haut et moyen pays, nous avons une responsabilité écologique de continuer à maintenir l'élevage, l'agriculture et l'activité dans ces territoires. Parce qu'un parc naturel régional n'a pas vocation à protéger l'environnement, contrairement à ce qu'on nous assène depuis 4 ans ou 5 ans déjà. Un parc naturel régional a vocation à développer l'économie d'un territoire, des territoires ruraux, à y permettre le maintien de l'emploi et le développement des activités traditionnelles. Ça n'est pas un parc naturel national, c'est un parc naturel régional et sa fonction n'est pas la même. Ne vous laissez pas tromper par ce genre de discours. Nous devons pouvoir continuer à élever des bêtes, à chasser, à avoir une activité humaine, à avoir des entreprises qui s'implantent et à continuer à vivre sur ces territoires et pas tout simplement à les mettre sous cloche pour les modifier. Alors pour ces raisons, je crois, un certain nombre de personnes dans les territoires ruraux, effectivement,
ont voté et ont sanctionné. La deuxième observation pour moi sur les votes extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, est que les Français, si l'on observe bien, ont voté pour des têtes nouvelles, finalement. Parce que ces deux extrêmes-là, ce sont des candidats que l'on n'avait jamais vus. Bien sûr, on les connaissait, on en avait entendu parler, mais on ne les avait jamais vus. Et finalement, je pense aussi que les Français ont envoyé là un signal sur lequel nous devrions peut-être réfléchir à deux fois. Les gens sont fatigués des élus dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et qui traversent leur commune dans une voiture avec chauffeur et un aréopage de membres de cabinet pour leur promettre pour la 10e fois qu'ils feront cette fois-ci et demain ce qu'ils n'ont pas pu faire hier. Je crois que les gens sont fatigués de ça, je crois que les citoyens sont intelligents, je crois que les citoyens s'intéressent à la politique. Ils l'ont prouvé en allant voter avec un taux de participation au premier tour extrêmement élevé, contrairement à tous les sondages, ce que prédisaient les sondages. Les Français s'intéressent à la politique, simplement, ils veulent être associés aux décisions et aux politiques qui les concernent. Alors on le dit souvent, l'élection présidentielle se gagne au centre. Je sais que ça en irrite beaucoup. Pour avoir ignoré cette réalité, Nicolas Sarkozy n'a pas pu rassembler suffisamment de Français autour de son nom, malgré, je dois le dire vraiment, le travail accompli. Parce qu'il y a eu un travail important et un travail difficile qui a été accompli. Bien sûr, la crise a joué contre le président sortant, mais l'analyse des résultats des votes de ces 2 dernières années et l'analyse des sondages montrent, je crois, que les causes sont bien plus profondes. La France forte, seule, ne peut pas entraîner l'adhésion nécessaire au redressement du pays. Je ne le crois pas. Pour rassembler, la France doit être non seulement forte, mais juste. Il est très important que la France soit et reste forte et juste. En octobre, au Parti radical, nous avons choisi de ne pas présenter la candidature de Jean-Louis Borloo, pourtant très populaire. Ça a été une décision difficile parce que quand on est militant et qu'on a un candidat qui est présidentiable, et je pense que Jean-Louis Borloo l'était, c'est le seul qui a été 9 ans ministre de la République. Il a été ministre de la cohésion sociale, il a été ministre de la rénovation urbaine, il a été en charge du Grenelle. Je crois que c'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans ces 3 domaines et que finalement, ils ne sont pas si nombreux à pouvoir, à ce point, avoir laissé une trace dans les ministères dans lesquels ils sont passés. Donc nous avions un candidat qui était effectivement potentiellement candidat et présidentiable. Eh bien, nous avons fait le choix de ne pas présenter sa candidature afin de ne pas ajouter de confusion à la situation très complexe de la majorité. Le Parti radical a appelé Nicolas Sarkozy à élargir son programme pour une France forte et juste. Et nous avons fait, et je le dis sous le regard de Michel Page, qui est un vieux radical, si tu me permets l'expression, puisque je crois que ça fait 50 ans. Un vrai. Un vrai. Je le dis sous le contrôle de Michel Page, nous avons fait 110 propositions pour que l'UMP prenne en compte ces propositions dans le programme. Nous avons ces propositions pour retrouver les chemins de la croissance et les chemins de l'emploi. Jean-Louis Borloo a appelé à soutenir le candidat de l'UMP dès le premier tour, malgré, je dois le dire, les doutes et les réserves du Parti radical face à la stratégie dite de droitisation de l'UMP. Alors aujourd'hui, oui, je suis investie par mon parti, le Parti radical. Alors je voudrais dire à ceux qui se sont récemment interrogés sur Internet, sur Facebook, bien sûr, pas sur le trottoir devant moi, mais pour qui elle roule, mais pour qui elle a voté, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Alors je veux dire à ces gens-là que je n'ai jamais avancé masqué. J'ai toujours eu le courage de mes opinions. Quand j'ai fait campagne, j'ai fait campagne. J'ai soutenu, souvenez-vous, fortement le candidat Lionel Lucas, par exemple. Et j'ai toujours été radicale. Quelquefois, à un moment donné, UDF. Je n'ai jamais été à gauche. Je voulais vous le dire ce soir parce que je me dois de vous le dire, même si je sais que dans cette salle, il y a des gens qui sont de gauche et je les respecte profondément, mais je suis une femme de droite modérée, mais je suis une femme de droite et je voulais vous le dire et vous le rappeler ce soir. Je suis de cette droite sociale républicaine
humaniste, je veux mettre aujourd'hui mon expérience d'élu et mes compétences, un peu, et mon temps au service de ce territoire et au service de mon pays. Non, je ne divise pas. Je suis la conseillère générale de ce canton. J'ai une légitimité territoriale et une légitimité politique, que ça plaise ou non à certains. Je suis conseillère générale d'un canton qui est finalement le plus important des 10 cantons de cette circonscription. Donc oui, vous avez une légitimité, vous aussi, à vouloir avoir l'un des vôtres qui soit candidat à cette élection. Vous avez une vraie légitimité, le pays d'Ansois a une vraie légitimité à prétendre à ce que l'un des siens puisse être député de la nation. Si l'on fait un peu le tour des communes de ce département, et des communes importantes et des communes moins importantes, eh bien, finalement, il y a des parlementaires partout. Il y a un parlementaire à Grasse, il y a un parlementaire au Canet, il y a un parlementaire à Antibes, il y en a à Villeneuve-Loubet, il y en a à Cannes, il y en a à Nice, plusieurs, il y en a à Menton, il y en a en montagne. Le pays d'Ansois n'a pas eu de parlementaire depuis Émile Hugues, mon cher Pierre, ton beau-père. Le pays d'Ansois, depuis 60 ans, n'a pas eu de parlementaire. Eh bien, il me semble qu'un territoire important comme celui du pays d'Ansois peut tout à fait prétendre à avoir un parlementaire. Vous savez, je suis intéressée, même passionnée par l'aménagement du territoire et par l'environnement. Mais je veux travailler avec vous. Et pas avec la moitié d'entre vous contre l'autre moitié d'entre vous. Je veux appuyer mon action parlementaire sur le tissu associatif et sur le tissu économique local, qui est extrêmement riche sur ce territoire du moyen et du haut pays. C'est une belle circonscription, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est belle, elle est cohérente, même si elle est trop grande. Elle est belle et cohérente. Elle vient à nouveau regrouper le pays d'Ansois et le pays grassois. Et les plus anciens d'entre vous se souviennent, je le sais parce qu'ils me l'ont dit et ils me l'ont raconté de très nombreuses fois depuis 18 années que je suis élue dans cette commune. Ceux d'entre vous se souviennent combien il y avait des liens forts entre Vence et Grasse, combien l'économie de ce territoire était liée, combien la culture, provençale bien sûr aussi, mais la culture en général était liée, combien au plan social également nous avions des liens très forts. Ces liens sociaux, ces liens culturels, ces liens économiques. N'est-ce pas d'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'intercommunalité, ce dont nous avions rêvé, de rejoindre et de renouer ces deux territoires? C'est quelque chose qui nous a été refusé à l'époque. Nous étions en communauté de communes, et oui, il y en a qui ont la mémoire courte, mais moi j'ai bonne mémoire. J'ai siégé pendant des années à la communauté de communes Provence d'Azur, avec Grasse, avec Jean-Pierre Leleu, avec Montsartou, avec Saint-Paul. Nous étions dans une communauté de communes Provence d'Azur que présidait le maire de Vence, Christian Iaconou. Alors, je voudrais quand même répondre à ceux qui considèrent que je n'ai pas de légitimité à être candidate sur ce territoire, que tout de même le pays vensois et le pays grassois sont fortement impliqués depuis toujours, et qu'effectivement, un parlementaire vensois peut tout à fait représenter également les intérêts du pays grassois et les intérêts de Carrosse, de Gatière, du Broc et bien entendu du Haut-Pays. Ce Haut-Pays qui a toujours vécu avec nous et qui a toujours vécu attaché à nous. Chacun des villages du Haut-Pays avait son bourg-centre sur lequel il était dirigé. C'était Carrosse, c'était Vence, c'était Grasse, c'était Saint-Vallier, et puis également bien sûr Puget-Théniers. Ces communes qui étaient des bourgs-centres ont tissé autour d'elles une toile avec les villages. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette circonscription elle est cohérente et elle a du sens, même si elle est un petit peu grande, puisque pour aller d'un bout à l'autre, il faut pratiquement 3 heures. Voilà. Aujourd'hui, alors que les découpages de l'intercommunalité nous avaient été éloignés, nous avons l'occasion de nous retrouver, je m'en réjouis, mais je refuse que la métropole niçoise, une fois encore, choisisse à notre place qui doit nous représenter sur ce territoire. Oui.